Salut, je suis avec vous pour un nouveau balado. Aujourd'hui, deux primeurs. Mon affiche qui est un petit peu plus grande et la vraie primeur, c'est que je traverse l'Atlantique, je passe par-dessus la France et je m'en vais directement en Belgique pour interviewer Sébastien Milcam. Sébastien Milcam, je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années par les clubs entrepreneurs étudiants. J'accompagnais des jeunes, on est allé en Belgique, il y a des jeunes de Belgique qui sont venus au Québec, on a pu les croiser quelques fois et on a gardé des liens. Sébastien, lui, pendant ses études, il a fait du développement d'entreprise, plan d'affaires, plein de choses autour de l'entrepreneuriat, mais il est sorti de ses études avec une idée qu'il a pu mettre sur pied. Vous allez voir, c'est quand même très intéressant et ceux qui aiment les jeux vidéo, vous allez dire, oh, j'ai hâte d'essayer ça. Sébastien, il est inventeur de son concept et aussi il est actionnaire, propriétaire de l'entreprise, entreprise qui est en plein développement, plusieurs succursales et même à la recherche de nouveaux franchisés un peu partout sur la planète. Donc, mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski. Je vous souhaite la bienvenue à ce 13e balado TAD. Donc, bienvenue, 13e balado TAD. J'ai Sébastien Milcam avec moi qui est directement de Belgique. Peux-tu nous situer? T'es où en Belgique présentement? Bonjour Michel, je suis à Montpron, donc c'est à une vingtaine de minutes de Lille. Alors Lille c'est en France, mais on est à la frontière côté belge. OK. Puis, pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles là, un peu de ton parcours scolaire, parce que je sais que l'entrepreneuriat, tu étais attaché à ça à l'école. Ton parcours scolaire et entrepreneurial pour devenir ce que tu es aujourd'hui, là. J'ai fait des études d'ingénieur civil avec spécialité informatique et gestion. Au cours de ma troisième année d'études sur cinq, j'ai rejoint le club des étudiants entrepreneurs de mon université. J'ai participé à des concours entrepreneuriaux plus ou moins un an après être entré dans ce club, à force de faire des brainstorming, à réfléchir à des projets, j'ai eu l'idée de Battlecart. J'ai eu l'occasion de travailler sur le sujet de Battlecart pendant mes études. D'abord faire un projet de marketing, puis faire un plan financier, puis mon travail de fin d'études. On avait un cours de marketing, il fallait faire un projet, j'ai fait sur Battlecart. On avait une formation qui s'appelait Humons Entrepreneur, où il fallait qu'on fasse un business plan. J'ai fait sur Battlecart j'ai fait également mon travail de fin d'études sur Battlecart en faisant un prototype avec des petites voitures téléguidées. Puis, juste pour nous parler de Battle Card, parce que je pense que c'est un gros jouet, ça, là. Est-ce que ça part d'un rêve, en quelque part, une bonne, mauvaise idée qui t'est passée, puis t'as dit, on va créer ça? Parce que explique-nous le concept, là. Je pense qu'il y en a qui vont frissonner à entendre c'est quoi, là. Alors, le concept, faut imaginer un grand bâtiment qui est vide on est assis au volant d'un kart qui est électrique. Et euh, En fait, on est au milieu du bâtiment qui est totalement vide. Et puis, d'un seul coup, 3, 2, 1, les lumières s'éteignent. Et là, il y a des vidéoprojecteurs qui sont situés au plafond qui s'allument et qui affichent sur le sol un circuit. OK. Et là, la course démarre. Ça permet de faire une course sur le circuit qu'on veut, puisqu'il est vidéoprojeté. On peut interagir avec ce circuit. Donc, c'est-à-dire qu'on a des caisses bonus, par exemple. Donc là, je parle du mode de jeu Battle Race. On a des caisses bonus et quand on roule dessus, on reçoit soit un bouclier, un turbo, un missile, une mitraillette. Il y a 5 bonus différents aujourd'hui. Et avec le bouton qui est sur le volant, on va pouvoir utiliser ce bonus. Si on tire un missile sur un adversaire, l'adversaire va s'arrêter net. C'est la même mécanique de jeu qu'on retrouve dans Crash Team Racing, dans Mario Kart, dans Blur, dans Crash Day, dans pas mal d'autres jeux. Et, euh, Ça permet de vivre un jeu vidéo, mais en vrai, avec des vraies sensations, avec le vent sur le visage, avec le eye contact avec les adversaires. Donc là, j'ai décrit le mode de jeu Battle Race, mais à ce jour, on a 6 modes de jeu. On a un jeu de football aussi. Alors OK. peut-être qu'il faut dire soccer pour les Nord-Américains. Euh, je ne sais pas au Québec si vous dites football ou soccer. On a Ah, le jeu du serpent comme on avait sur Nokia 3310. oui. On a le jeu des couleurs où il faut colorier des cases un petit peu dans le même esprit que Splatoon, même si visuellement c'est très différent.
On a le Battle Virus aussi, dont l'idée a émergé avant le Covid, où là, c'est vraiment un jeu qui a été pensé pour les team building dans le but de créer de l'émulation au sein d'une équipe pour vraiment renforcer la cohésion au sein d'une équipe. Donc là, on a mis en place, on a d'abord fait venir un spécialiste du team building pour nous dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer la cohésion au sein d'une équipe. Et puis derrière, on a développé le jeu sur base de ces conseils. Et donc là, il y a le mode de jeu billard qui va bientôt sortir, Battle Wow. Pool. Donc aujourd'hui, 6 jeux, on continue à développer des jeux, on a plein d'idées, même si c'est le Battle Race qui est le plus joué, ce qui peut se comprendre, hein, c'est comme sur la Nintendo, c'est Mario Kart qui est le plus joué, donc c'est les jeux avec cette mécanique de jeu-là qui remportent un franc succès. Parce que sûrement que c'était le premier jeu qui a été le plus difficile à installer, comment je peux dire, à organiser, puis après ça, les autres, c'est juste que ce soit, c'est quoi, de la programmation, parce que vous avez déjà les installations, là. Ouais, en fait, on a vraiment développé une console de jeu et puis on développe les jeux à côté. Je dirais pas que le jeu a été plus difficile à installer, mais enfin, à développer, c'est le premier qu'on a développé parce que c'est celui qui est le plus attrayant. OK. J'ai moi-même joué énormément à Crash Team Racing en étant petit. J'avais la PlayStation, j'avais pas la Nintendo. Et donc, on voulait jouer à ce jeu-là. L'inspiration originelle de Battle Kart, elle vient de deux frustrations. J'ai eu l'occasion de faire du laser game dans ma vie, Oui. on m'a nommé laser tag, et j'en ai fait deux, trois fois. Alors, les deux premières fois, c'était à Mons, en Belgique, d'ailleurs avec toi, il me semble, hein. Oui, oui. Ouais, voilà. Oui, on a joué, puis Sébastien, c'est tout un joueur. Et en fait, quand on se faisait tirer dessus, on avait un petit afficheur sur le torse qui nous indiquait qui nous avait tiré dessus. Et ça faisait que quand on sortait de 10 minutes de jeu, on recevait les stats, on voyait qui avait tiré sur qui combien de fois, et 1 heure après, on est encore en train d'analyser qui avait tiré autant de fois sur l'épaule de l'autre, et lui il s'est suicidé dans le miroir, et ainsi de suite. Et je me suis dit, maman, ça fait quand même 1 heure qu'on est en train de discuter de quelque chose qui finalement est assez simple. Et après, j'ai eu l'occasion de faire du laser game dans un laser game où on n'avait pas l'afficheur avec le nom de la personne qui nous avait tiré dessus. Et là, l'expérience était vraiment nulle. Oui. Et ça a renforcé la compréhension que finalement, c'est les interactions entre des gens qui se connaissent qui vont générer des émotions. Parce que lors de cette deuxième expérience, en plus, j'avais joué avec des gens que je ne connaissais pas du tout, avec qui je n'avais aucun lien. Et donc, ça a été quand même un premier moteur. Ensuite, le deuxième moteur, c'est que j'ai eu l'occasion de faire du karting classique. Et on avait tous un casque, une combinaison. Il y avait mon frère qui était sur le même circuit que moi et des inconnus. Et en fait, j'avais l'impression de souvent dépasser des gens, mais je ne savais pas si c'était tout le temps la même personne ou si c'était mon frère, si c'était pas mon frère, est-ce que j'étais meilleur que lui, est-ce que j'étais moins bon. Si ça se trouve, c'était le même gars qui avançait pas et que je redépassais à chaque tour, ou bien j'étais vraiment le meilleur et j'ai passé tout le monde, mais je ne le savais pas. Et c'était très frustrant. Et il y a une autre fois où j'ai fait du karting et mon frère pesait 10 kilos de moins que moi et en ligne droite, il avançait plus vite que moi et c'était terriblement frustrant parce que j'étais plein gaz et j'avais une meilleure trajectoire que lui. Et donc l'idée, ça a été de dire, ben, on va mettre un pistolet laser sur un karting pour avoir les émotions du laser game, les sensations de pilotage du karting qui sont très chouettes. Et à côté de ça, ces deux loisirs ont tous les deux un problème qui est aussi la sécurité. C'est que dans un karting classique, il y a une ambulance tous les mois. Et dans un laser game, il y a quasi quotidiennement des nez cassés, des arcades cassées parce que les gens courent dans le noir et puis se télescopent. Oui. Et donc, il fallait rajouter un aspect sécurité pour pouvoir vraiment viser un public plus large. Et à Battlecart, ben, on y est parvenu parce qu'on a développé un système qui permet de connaître la position de tous les cartes 200 fois par seconde au centimètre près. Et si à un moment donné, un carte se montre menaçant vis-à-vis d'un autre carte, il risque d'y avoir une collision, on peut faire freiner ce carte pour limiter la violence du choc. Donc le système tolère encore des collisions avec 5 km/h d'écart entre les joueurs, mais pas plus. Et c'est ce qui fait que ben, on n'a jamais de blessés en 7 ans maintenant. On a, euh, on a les clients qui sont contents, on a beaucoup de filles qui au départ disent ouais le karting ça fait peur, qui finalement viennent jouer, se sentent en sécurité, et donc ça permet d'élargir le public.
Et donc, c'est tout bénef aussi pour les mécaniciens parce qu'il y a beaucoup moins d'entretien que sur un karting classique. Et vous êtes capable de limiter les vitesses, sûrement. Oui, on peut limiter la vitesse si on voit qu'il y a un groupe de gens qui sont un peu trop agressifs ou un peu trop imbibés. Euh, on peut réduire la vitesse pour adapter, pour que l'expérience soit toujours chouette. Oui, puis est-ce qu'il doit y avoir des gens qui vont là puis ils retournent en enfance parce que veux pas, c'est soit, comment je peux dire, des gamers ou il y a des gens qui sont carrément nostalgiques, là. Alors, les gamers, c'est pas vraiment notre cible, hein. On en a Non. qui viennent jouer. Les férus de karting, c'est pas notre cible non plus. Même s'il y en a qui viennent jouer, notre cible, c'est vraiment le grand public, hein. C'est monsieur tout le monde à partir de 1,45 m, donc à peu près 12 ans, jusque 70 ans. On a même le curé du village, 85 ans, qui est venu jouer après avoir bu 4 chimées bleues. Euh, donc, on vise vraiment tout le monde. Et maintenant, la cible principale, le cœur de cible, c'est autour des 30 ans. Et donc, c'est vraiment allez, entre 23 ans et 40 ans, c'est vraiment là qu'il y a la majorité de la clientèle. Mais il n'y a pas vraiment de limite. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de ton démarrage. Bon, c'est sûr que tu as parlé d'où venait l'idée. C'était long. Est-ce que c'était difficile technologiquement de mettre ça en place, le système? Euh, Technologiquement, ça a été énormément de travail. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait ce travail en bonne partie pendant mes études. Et OK. donc, il n'y a pas fallu faire appel à des investisseurs et payer des ingénieurs pour le faire. Je l'ai fait moi-même pendant mes études. Et donc, ça a permis d'économiser pas mal de coûts. Et même une fois que je suis sorti des études, après, il a fallu... parce que pendant mes études, j'ai fait la partie software avec des cartes qui étaient télécommandées. Enfin, c'était des petites voitures téléguidées donc le budget était très restreint, hein. J'avais le budget d'un étudiant. Et en sortant des études, bah là, il a fallu acheter un vrai carte, acheter des vidéoprojecteurs, acheter des capteurs et trouver un endroit. Parce que pour faire circuler un kart, ben, on fait pas ça dans un simple garage. Il faut de l'espace pour circuler. Et donc, enfin, j'ai fait un petit peu de consultance en informatique pour avoir gagné un petit peu d'argent pour pouvoir acheter un peu de matériel. Je me suis associé aussi au moment où je suis sorti des études. Et à deux, ensuite, on a acheté le matériel pour faire un prototype. Et on est allé voir le hall d'expo du coin en leur demandant s'ils n'avaient pas une période d'inactivité où on pourrait utiliser le hall d'expo. Et on a eu énormément de chance. Et le patron du hall d'expo nous a dit, bah, vous avez le hall d'expo gratuitement pendant 2 mois. Donc ça, c'est une opportunité énorme et je ne saurais jamais assez remercier le patron de Mons Expo. Euh, et donc, on a eu l'occasion de faire un premier prototype. Donc, ça, c'était en 2013, à l'été 2013, où on avait 8 vidéoprojecteurs et un seul carte. On en a profité pour faire une vidéo en simulant qu'on avait un circuit complet, hein, parce qu'avec les 8 vidéoprojecteurs, on couvrait une superficie de 10 mètres sur 40, donc 400 mètres OK. carrés. Avec 400 mètres carrés, on sait juste faire un petit anneau. On sait à peine se dépasser. Mais ça suffit pour faire des tests. On a pu faire rouler des candidats investisseurs aussi. On a pu faire venir les médias nationaux. Donc, on est passé au journal télévisé national, ce qui a permis de, de- d'atteindre des investisseurs qui finalement, après, ont investi dans le projet. Le fait que tu as fait un démo, tu as été capable de réaliser un démo, de parler de tes investisseurs qui sont venus, est-ce que ça l'a aidé à vendre ton idée, de dire, parce que si tu étais parti avant en disant, j'ai une idée, on va jouer à un Battle Kart à l'intérieur, puis ça va être comme ci, comme ça, mais là, les gens ont pu s'asseoir dans le kart et faire l'expérience, est-ce que c'était plus facile de présenter ton idée ou à la limite aller chercher des investisseurs? Ouais, et c'était absolument nécessaire. Ça permettait aussi de nous conforter nous-mêmes, hein, de confirmer que c'était possible. On a eu l'occasion de jouer nous-mêmes, même si on pouvait tirer des missiles sur personne d'autre, puisqu'on était tout seul à jouer. Mais c'était malgré tout jouissif de balancer des missiles. Et, euh, et derrière, malgré ce prototype avec un carte, il y a des investisseurs qui nous ont dit, ah, mais ok, ça fonctionne avec un carte, mais est-ce que ça va fonctionner avec plus?
est-ce qu'on ne ferait pas un autre prototype avec 4 cartes pour être sûr que ça fonctionne avant de faire un de la taille réelle? Et là, nous, je me souviens qu'on a dû batailler avec les investisseurs pour les convaincre et leur dire, ben non, si on fait un prototype avec 4 cartes, autant en rajouter 2 cartes en plus et à ce moment-là, l'exploiter commercialement, parce que faire un prototype, finalement, ça va coûter de l'argent, il faut tout installer. Si c'est du temporaire, après, il faudra tout démonter pour tout remonter ailleurs. Euh, et donc, on a finalement réussi à les convaincre et on est parti sur un projet avec... alors, on était dépendant du bâtiment aussi, c'est qu'il fallait trouver un bâtiment où il n'y avait pas de poteau. Parce qu'on Ah, veut pouvoir dessiner différents circuits. Pour jouer au football, par exemple, il faut pas de poteau. Et le seul bâtiment qu'on a trouvé où il n'y avait pas de poteau, en fait, il y avait 2 espaces de 30 mètres par 60 sans poteau. Et donc, ben, on était un peu contraint, si on voulait amortir le loyer, de faire 2 pistes. Et donc, on a démarré directement avec 2 pistes, avec 6 cartes par piste. Et aujourd'hui, on est passé à 12 cartes par piste, hein. On a fait évoluer le système. Alors, ça n'a pas été très simple de passer de 6 à 12 parce qu'il a fallu complètement changer le système de stand, donc de rentrer au stand et de sortie des stands. Et par exemple, dans le Battle Race, avant, il y avait une grille de départ avec jusqu'à 6 joueurs, voire même jusqu'à 8. On avait fait en sorte qu'on puisse jouer jusqu'à 8. Euh, mais à 8, ça bouchonnait sérieusement. Donc, quand on est passé à plus que 8 joueurs, là, on a fait des circuits qui sont beaucoup plus adaptés pour jouer à plus. Et on a fait en sorte de disperser les grilles de départ sur la piste. OK. Et de ce fait-là, les gens sont répartis dans la salle. En fait, avant, on se rendait compte, OK, il y a 8 personnes qui jouent, mais les 8 sont l'un sur l'autre, alors qu'il y a beaucoup d'espace. Et donc, on a réussi à faire en sorte de répartir les gens dans la salle. OK, parce que le but à la fin, c'est sûr qu'il y a une compétition, mais c'est vraiment d'avoir du plaisir, là. Ouais. C'est pas nécessairement le premier qui est sur la grille qui va finir premier, là. Non, non, non. En général, c'est pas lui. Parce que, en général, ce qui se passe, c'est que le gars qui est premier au classement général, tout le monde essaie de lui tirer dessus. Donc, Ça me rappelle mes soirées qu'on assis sur chez des amis à jouer des trucs comme ça. Tu sais, on essayait de démolir le meilleur. Euh, ouais. mais ça, la réponse de la clientèle, est-ce que ça a été long? Parce que je sais que quand on est allé en Belgique, je disais toujours, les gens en Belgique nous ressemblent aux gens québécois. Là. On aime jouer, on aime avoir du plaisir. Puis est-ce que la réponse a été bonne assez rapidement pour ce concept? Alors, les retours des clients étaient très bons tout de suite. Après, en termes de volume de clientèle, euh, aujourd'hui, 7 ans plus tard, on fait à peu près 6 ou 7 fois le chiffre d'affaires qu'on faisait au début. Il faut savoir qu'on a démarré, on était encore un prototype amélioré. Parce qu'OK, on avait fait un prototype avec 1 carte, puis après, on est passé à 2 pistes de 6 cartes. Mais toute l'électronique du kart, c'était du soudé, fait maison. Ça fonctionnait, mais on n'avait pas encore l'expérience. Et donc, on a dû changer des choses en cours de route pour rendre le produit plus fiable, éviter des soucis potentiels. Et donc, au début, on n'a pas fait de publicité, OK. ou très peu. On a fait une journée presse, on a invité les médias, mais pendant la première année, on a dépensé 0 € en publicité. Chose qui paraît presque inconcevable quand on fait un business plan. Euh, il y a eu aussi des soucis par rapport au financement, c'est qu'on avait un budget d'1 million d'euros et il y a un crédit de 250 000 euros qu'on n'a jamais touché. Et donc, OK. on a dû faire des économies dans tous les sens possibles pour réussir à restreindre le budget à 750 000 euros. On y est arrivé tout juste, hein, mais au moment de l'ouverture, il restait 2 000 à 3 000 euros sur le compte en banque. Donc, si on n'ouvrait pas, c'était la fête. Faut se rendre compte qu'on est dans un bâtiment qui fait 5 000 mètres carrés, parce qu'on a 2 pistes. Le loyer annuel, enfin le loyer mensuel, pardon, c'est 10 000 euros. Et donc, à ce moment-là, j'avais 25 ans. Quand on a 25 ans, le truc le plus cher que j'avais jamais acheté, c'était la voiture que j'avais rachetée de mes parents, que j'avais payé 3 000 euros. Là, on parle de payer un loyer de 10 000 euros par mois. Et au moment où on arrivait à l'ouverture, il restait 3 000 euros sur le compte en banque, hein. Donc, c'est dire à quel point on était sur le fil. Mais bon, c'est passé, on a ouvert au public, on a eu suffisamment de chiffre d'affaires pour payer le loyer et les salaires le premier mois. Et puis après, de mois en mois, le chiffre d'affaires a progressé, progressé, progressé. Et puis maintenant, on dégage des belles marges. Et c'est sûr que tu devais avoir une source de motivation en développant le projet. Vers la fin, il devait avoir une motivation financière là, de pouvoir payer ce que tu avais. Mais autre que ça, là, c'est à partir du moment où tu as dit
go, on y va. C'était quoi la principale motivation pour arriver à mettre le projet à terme, là? La principale motivation, c'était, un, de pouvoir y jouer moi-même, parce Oui. que jouer à ce jeu, enfin, un jeu vidéo comme ça en grandeur nature, avec les sensations du karting, je suis moi-même convaincu par le projet. J'ai moi-même, depuis le temps, joué à peu près 650 parties. Donc ça fait une partie tous les 3 jours en moyenne. Donc c'est que finalement le produit, on s'en lasse pas. Donc il y a ça. Puis accessoirement, j'étais convaincu que le projet allait pouvoir avoir une rentabilité financière et donc j'allais pouvoir en faire mon métier. Et mon but, c'est de pouvoir me mettre à l'abri financièrement le plus tôt possible. Donc et derrière, un, jouer moi-même, deux, en faire mon métier et ma sécurité financière derrière, et trois, c'est pouvoir partager l'expérience avec le plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a nos bureaux qui sont juste au-dessus de la piste. C'est quand on entend les joueurs qui sortent des cartes avec le sourire, qui crient, c'est ça notre plus belle récompense finalement. Et Parce c'est que, ça qui nous motive aussi. en gros, tu vends du bonheur. On vend du bonheur, on vend de l'émotion. Alors, pas que du bonheur, on vend aussi du malheur. Parce que Ouais. quand on se prend 3 missiles de suite, c'est du malheur. Ce qu'on vend, c'est de l'émotion. Euh, Euh, Juste spécifier aux gens, c'est des missiles virtuels. C'est pas. oui, oui. En fait, un karting classique, la proposition de valeur, ça va être l'adrénaline et la compétition. Chez nous, la proposition de valeur, c'est l'émotion et l'amusement. Et donc, c'est pas le même produit, c'est pas la même cible, c'est pas la même proposition de valeur. C'est vrai que c'est très, très important de bien comprendre quelle est la proposition de valeur pour voir quel sera le public cible. Est-ce qu'il y en a qui retournent parce que une partie a mal été, puis qui veulent battre leur ami, puis disent on va se reprendre, ils se remettent ils relancent un défi à leur ami. Est-ce que ça arrive, ça? D'ailleurs, on a même, dans une certaine mesure, fait en sorte que les jeux vont de temps en temps mener à des égalités pour que les clients soient obligés de rejouer pour se départager. Typiquement, dans le football, en fait, il y a deux équipes. Et si une équipe gagne 3-0 contre l'autre, la taille des buts va s'adapter dans Ouais. le but de favoriser l'équipe qui a du retard. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est d'éviter qu'une équipe se prenne 10-0 parce que c'est pas très chouette de se prendre 10-0. Le but, c'est quand même que tout le monde s'amuse. Et la deuxième, c'est d'équilibrer parce que si à un moment donné, ça finit 3-3, ceux qui ont réussi à rattraper vont être contents. Ceux qui ont commencé par gagner 3-0 vont pas forcément être mécontents, mais ils vont avoir envie de rejouer pour montrer que c'est quand même les meilleurs. Et les autres, ils vont accepter le défi. Et donc, les jeux sont aussi faits pour encourager les ex-aequo. D'ailleurs, quand on joue au Battle Race, tu parlais de la grille de départ tout à l'heure, celui qui est dernier au classement général va démarrer en premier. OK. C'est l'inverse de la Formule 1, où on met le meilleur devant et le moins bon derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est des interactions entre les joueurs, parce que c'est les interactions qui vont susciter les émotions. Et donc, si les dépassements, ça fait partie des interactions. Et donc, finalement, en mettant le moins bon joueur en premier, ça fait qu'il va y avoir probablement plus de dépassements, puisqu'il va se faire dépasser. Enfin, il y a des chances qu'il se fasse dépasser par les autres. Mais surtout, on l'aide à quand même avoir une chance de gagner, de finir premier. Il y a peut-être Et accès ça fonctionne. il y a peut-être accès aux surprises sur la piste avant les autres. Oui, il a accès au bonus avant les autres. Maintenant, comme il est devant, il va se faire tirer dessus aussi. Mais le fait de démarrer premier, c'est un avantage. Et donc, comme on est avantage au dernier, finalement, ça équilibre un petit peu la partie. Ouais, ça donne le goût de retourner en Belgique. Allez voir. C'est dans les plans, mais peut-être pas tout de suite, là. Euh, Mais je veux sinon, il faut juste- que nous, on vienne au Québec. Pardon? Il faut que nous, on vienne en installer un au Québec. Ouais, faudrait. Je vais être à l'ouverture. Euh, Kat, là, on a parlé de ton concept là, qui est magique. Là, il y a sûrement des personnes, des amateurs de jeux vidéo qui doivent se dire pourquoi c'est pas encore ici, là. Mais je veux tomber sur l'entrepreneuriat en Belgique. Si nous autres, au Québec, bon, il y a des instances qui vont nous aider, gouvernementales, paragouvernementales, mais comment ça se passe quand on a un projet puis qu'on veut le développer? Là, toi, c'est un projet particulier, c'était du jamais vu. Euh, les concurrents directs sont pas là. Il y a de la concurrence. Là, tu parlais du laser tag, tu parlais du kart standard. Mais est-ce qu'il y a une facilité ou des difficultés au niveau du développement, démarrage d'entreprise en Belgique? Alors, officiellement, il y a plein d'instances qui sont là pour aider.
qui sont financés par des financements européens notamment, qui sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat. Maintenant, de mon expérience à moi, alors déjà, ces instances-là sont pas là pour faire le travail à notre place. Elles sont là Non. pour aider, pour guider. Mais finalement, ça prend quand même du temps et de l'énergie qu'on consacre à échanger avec ces instances-là. Et les conseils qu'on a reçus n'ont pas toujours été les plus pertinents. Alors, il y a des aides aussi au lancement. Il y avait moyen d'avoir une subvention pour aider au financement d'un projet. Mais dans la pratique, on se rend compte, enfin, moi j'ai demandé ce financement et puis on m'a dit, OK, on va donner seulement 20% du financement, mais ça peut être alloué que pour faire une étude de marché. OK. Donc, ça m'a un petit peu frustré parce que j'ai un petit peu compris que le message, c'était ton projet est mauvais, on va te payer une étude de marché qui va te dire que ton projet va pas savoir se vendre. C'est un petit peu comme ça que j'avais compris la chose. Donc, mon expérience à moi n'est pas très très bonne vis-à-vis de ces différents services qui finalement coûtent. Enfin, quand on sait ce que ça coûte, enfin ce que ces instances coûtent, je préférais qu'on réduise les charges sociales sur. Enfin, il faut quand même se rendre compte que quand je suis sorti des études, je me suis lancé dans Battlecard tout de suite. À l'époque, avant ça, je vivais avec 200 euros par mois d'argent de poche de mes parents. Puis une fois que j'ai fini mes études, j'ai plus d'argent de poche, mais j'avais économisé 10 000 euros sur mon compte en banque. Et je me suis dit, bah, OK, j'ai 1 000 euros par mois pour vivre pendant un an. Et puis après, je verrai si j'arrive pas à vivre avec ça, tant pis. Mais en fait, en Belgique, on doit payer des cotisations sociales et je vais déjà payer 800 euros par trimestre de cotisations sociales. Donc, je vais payer plus de cotisations sociales que ce que j'ai gagné avant comme argent de poche, alors que je faisais encore 0 € de chiffre d'affaires. Et donc, ça m'a quand même un petit peu écœuré de la manière dont ça fonctionne en Belgique. Je pense que dans d'autres pays, ça doit quand même être autrement plus facile de ce point de vue-là. Alors, maintenant, ça, ils ont changé quand même en Belgique. Quand on sort des études, si on se lance comme indépendant, on n'a pas de cotisation sociale à payer tant qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires. OK. Heureusement. Mais j'ai pas eu cette chance. Finalement, ce qu'il faut, c'est être motivé et surtout aller au front et faire les choses soi-même. Il ne faut pas attendre que ce soit ces instances-là qui nous aident, quoi. Oui, puis quand tu arrives avec un projet comme ça, puis tu fais affaire avec des gens qui ont, disons, beaucoup de métiers, on ne parlera pas des Mhm. gens que ça fait plus longtemps qu'ils sont dans les affaires, est-ce que l'écart de génération peut rendre difficile la mise sur pied du projet parce qu'ils comprennent peut-être pas c'est quoi l'engouement ou ils comprennent peut-être pas le, le- le fun qui est autour des jeux vidéo ou est-ce t'as senti ça à un moment donné que les gens comprenaient pas nécessairement ton projet? Ouais, alors, oui, au début, c'était très difficile d'expliquer ce qu'était le projet. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné en 3 dimensions avec SketchUp un battle cart. Ouais. Et j'ai fait une petite animation où on voyait d'abord un bâtiment vide, puis on voyait les vidéoprojecteurs, puis on voyait l'image au sol, puis on voyait les cartes. Puis je masquais les vidéoprojecteurs et puis je montrais un carte qui roulait, qui se prenait une peau de banane et on voyait sur le tableau de bord le nom de la personne qui nous avait tiré dessus, par exemple. Une fois que j'ai fait cette vidéo, cette animation en 3D, ça a vraiment aidé pour faire comprendre ce qu'était le produit. Parce qu'avant ça, pour faire comprendre ce qu'était le produit, c'était très compliqué. J'avais beau expliquer pendant 10 minutes en long, en large, en détail. Après 10 minutes, on me demandait encore, et tiens, est-ce que le kart il roule vraiment? Et d'ailleurs, dans nos auditeurs, il y en a peut-être qui n'ont toujours pas compris. Je vous encourage à aller voir sur le site de Battlecart, il y a des vidéos. Et maintenant qu'on sait faire des vidéos, c'est autrement plus facile de comprendre ce qu'est le produit quand on peut le voir en vidéo. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on avait fait le prototype au début avec un seul carte, c'était pour pouvoir faire une vidéo pour expliquer aux gens ce qu'était le projet. Ensuite, par rapport à l'écart de génération, c'est plutôt l'écart d'expérience dans le monde du business qui a été plus problématique. Et c'est là où les instances gouvernementales pour aider à l'entrepreneuriat ont quand même aidé un petit peu. C'est que quand on arrive avec un projet avec déjà 2, 3 ans de travail derrière soi, ben en fait, quand on va chercher des investisseurs, il faut valoriser le travail qui a déjà été fait de manière à déterminer, OK, l'investisseur, en mettant tel montant sur la table, va avoir tel pourcentage de la société. Et ça, quand on a 22, 23 ans, en fait, on a très peur
de se faire, je ne vais pas dire arnaquer, mais de ne pas valoriser suffisamment. Et on se retrouve dans une négociation où on n'a jamais négocié quoi que ce soit avant, face à quelqu'un qui, lui, ça fait 25 ans qu'il négocie. OK. Et donc là, en fait, on a peur de se dire, bah, tiens, est-ce que je suis pas en train de me faire avoir et là, le manque d'expérience est vraiment pas évident à gérer. Et c'est là que je pense que c'est utile de se faire aider, alors que ce soit par des gens de la famille, que ce soit par d'autres gens qui sont dans le business ou par ces instances-là. Là, je pense que c'est important de se faire aider pour finalement aller straight to the point, parce que quand on n'a pas l'expérience, on peut aussi avoir des exigences qui sont pas en phase avec la réalité des choses. Oui, puis tant que le projet est pas, c'est parce que ça doit être un peu difficile, tant que le projet n'est pas officiellement lancé, on en parle, mais on veut pas trop en parler parce qu'il doit y avoir d'autres personnes qui pourraient prendre le Mm. projet, le copier. Est-ce qu'il Ouais. est breveté? Est-ce qu'il y a un brevet là, sur ton projet? Il y a un brevet qui est valable en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud. OK. Donc, a priori, pas au Canada. Maintenant, notre meilleure protection, finalement, c'est l'expérience qu'on a acquise et le fait qu'on est en train de prendre le marché avant les autres. Aujourd'hui, si quelqu'un voulait faire un Battle Cards, même au Canada, ce serait beaucoup plus intéressant pour lui de faire appel à nous et de devenir franchisé. Euh, et nous, on va l'aider, on va lui fournir tout le matériel, tout le software et toutes les mises à jour du software derrière, tous les nouveaux modes de jeu. Il va pouvoir en profiter aussi pour un coût qui finalement sera bien moindre que s'il avait dû refaire la R&D lui-même. Oui, parce que c'est un beau casse-tête à recommencer. À commencer depuis zéro, il faut quand même développer un système pour localiser les cartes, il faut développer les cartes, il faut le système de vidéoprojection et il faut la console de jeu qui va faire fonctionner tout ça ensemble et il faut développer les jeux. Donc il y a quand même un énorme travail pour réussir à avoir quelque chose qui soit fonctionnel. Et il faut qu'au moment où ça devienne fonctionnel, il faut avoir un bâtiment encore derrière. Il faut que ça tombe au bon moment euh, pour qu'on puisse commencer à faire des tests grandeur nature et puis après exploiter. En plein ça. Puis ça doit pas être situé dans des centres-villes parce que les bâtiments, la grandeur que vous exigez, ça doit se trouver en périphérie, là. Ça doit pas être centre-ville. Ouais. Là, on est en train de travailler sur une exception en plein centre de Bruxelles où enfin, c'est un truc assez incroyable, hein. C'est un ancien hall d'expo qui ne sera plus un hall d'expo et on va probablement avoir l'opportunité d'avoir cet emplacement-là pour faire un battle card en plein centre de Bruxelles. Donc là, bon, le loyer va être très très cher, mais l'emplacement est magnifique, quoi. Ben, si aussi c'est sur le trajet des touristes, ça peut amener des gens Mm. spontanément aussi. Ouais, ouais. Bah là, c'est un lieu de passage près d'une station de métro, près d'une gare de train. Donc, l'emplacement là est idéal. Bon, Et c'est surtout, fin. c'est un emplacement qui a un nom qui est connu de tous les Belges. Donc ça aide aussi. Le nom de l'emplacement, c'est important aussi. Ouais, puis Bruxelles, ça ramasse des fêteurs un peu la fin de semaine. C'est un peu ça. Hey, avant de terminer, j'ai une question. J'ai une petite question là, comme ça. Puis Euh, je me demandais si la technologie le permettait là, pour un jeu vidéo, n'importe lequel tu aimerais mettre en place là, avec peu importe comment ça coûterait la technologie. Là, tu prendrais un jeu vidéo, tu dis moi je le prends là, puis je fais un autre concept avec un autre jeu vidéo, ce serait quoi là? Oublie ta technologie présente, là, Alors, on y va ailleurs là. le jeu vidéo auquel j'ai le plus joué, je pense que c'est Command and Conquer. Maintenant, ça, dans la pratique, c'est ce qui se passe en Ukraine pour l'instant. Ouais. Donc, le faire en réalité, moyen, moyen. Non, je pense que les sensations du karting avec le fait de pouvoir se tirer dessus comme dans le laser game, mixer les deux et en faire battle kart, de ce côté-là, le rêve est déjà réalisé. Après, il y a d'autres modes de jeu qu'on veut développer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même motivation parce qu'on sait que le battle race restera le mode de jeu phare qui sera joué majoritairement du temps.
Ce que j'aimerais, c'est pouvoir obtenir la licence de Mario Kart, par exemple, pour pouvoir brander Battle Kart avec Mario Kart, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Euh, mais ça permettrait de toucher un public encore plus large, parce que ça va nous donner une notoriété, une audience supplémentaire. Euh, mais sinon, non, je suis très content du Battle Race actuel. Même si on le fait évoluer, et dans les prochains mois, il y aura encore pas mal d'évolutions visuelles et graphiques pour rendre le jeu encore plus immersif et plus joli. Oui, puis en améliorant, ben, les gens retournent et découvrent des nouvelles choses à chaque fois. Ça, c'est c'est ce qui Alors, est intéressant. oui, et en même temps non, parce qu'aujourd'hui, il y a encore toujours des gens qui achètent des vieilles Nintendo 64 pour jouer au Mario Kart original. En Oui, soi, le jeu n'a même pas besoin d'évoluer pour que les gens continuent à jouer, et à la limite, même sur les dernières versions, les gens vont toujours vouloir jouer sur les circuits classiques, parce que ça fait que l'adversaire n'a pas l'excuse de dire «je connaissais pas le circuit». non. euh, où je connaissais pas les bonus. Il faut que ça reste, il faut garder quand même une trame commune, même si on fait évoluer les graphismes qui deviennent plus jolis. Euh, je pense, en soi, le jeu n'a pas besoin d'évoluer ou pas besoin d'évoluer beaucoup, même si nous, de notre côté, on travaille quand même énormément à le faire évoluer et à l'améliorer. On améliore à la fois les jeux, mais à la fois aussi la console de jeu pour rendre le produit plus facile à exploiter pour les franchisés. Bon, Voilà. bon, c'est super. Hey, l'enregistrement, on a juste 40 minutes. Mais hey, j'aimerais te souhaiter une bonne continuité. Je vais mettre des liens, je vais mettre des vidéos pour que les gens voient c'est quoi sans être dans l'immersion du jeu, au moins comprendre c'est quoi. Hey, je te remercie beaucoup de ton temps. Je te remercie. Puis encore là, je te Avec souhaite plaisir. super continuité. Je te souhaite à un moment donné d'avoir un pied à terre au Québec, au Canada avec ton projet. Puis ça me fait plaisir d'aller te visiter, que ce soit si je traverse ou si ton projet traverse. Merci beaucoup. Donc, peut-être pour venir au Québec, c'est pas compliqué. On a juste besoin de trouver un bâtiment avec 30 mètres par 60 sans poteaux. Et si on trouve ça, si la personne qui le trouve n'a pas les moyens pour faire le battle kart lui-même, on lui trouvera un associé parce que des candidats franchisés, il y en a partout. La difficulté, c'est de trouver le bâtiment compatible. Et dès lors qu'il y a le bâtiment compatible, nous, on va être fonceurs parce que on a envie de partager le projet avec le plus de monde possible. Bon, ben, on le souhaite. Et merci Voilà. beaucoup. Merci à toi.